Christian Couturier, donc, qui est là en tant que directeur général de l'entreprise associative Solagro, mais aussi président de l'association Négawatt. Voilà, donc à toi, Christian. Voilà, si j'arrive à trouver le... Je le dis juste... Voilà, tu la trouves là? Non, elle n'est pas là. Ici, voilà. Tiens là. Ouais, c'est ça. Donc bonjour, alors moi je vais vous parler de méthodes pour répartir l'effort au niveau des territoires. Donc comme Serge m'a présenté, je vais passer rapidement, juste Solagro, on est membre fondateur du réseau des territoires à énergie positive, on accompagne des territoires, on produit des outils, donc l'outil Climagri par exemple, hein. On accompagne des agriculteurs sur du montage de projets, de méthanisation entre autres. On produit des scénarios de transition agricole, alimentaire, c'est le scénario After 2050, qui est associé au scénario de transition énergétique, donc le scénario Négawatt. Et l'union de ces deux scénarios était le premier scénario de neutralité climatique, donc il y a déjà presque une dizaine d'années. Voilà, donc la question c'est comment passer du niveau mondial au niveau national, régional et local en termes d'objectifs sur l'atténuation, donc la diminution des émissions de gaz à effet de serre, le stockage de carbone, etc. Donc on l'a déjà vu, hein, je vais passer rapidement sur ces questions. La loi sur la transition énergétique, donc qui désormais fixe un objectif de neutralité climatique à l'horizon 2050, qui se traduit par un certain nombre de dispositifs, donc la stratégie nationale bas carbone, programmation pluriannuelle de l'énergie qui vont être intégrés dans le plan national intégré énergie-climat. Donc au titre des engagements de la France en matière de lutte contre le changement climatique au niveau européen, mais la France a pris d'autres engagements également au niveau international dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique. C'est les accords de Kyoto hein, qui se terminent l'année prochaine. Au niveau régional et territorial, on l'a dit, hein, on a un certain nombre d'outils, donc le schéma régional climat-air-énergie qui sera intégré au SRADET, les plans climat-énergie territoriaux, mais le problème c'est que rien ne garantit que la somme de ces différents exercices soit égale au total mondial, au total national quand on fait la somme des régions, etc. Sachant que par ailleurs, l'ensemble des dispositifs, alors là je ne vais pas faire mieux que Andreas tout à l'heure, hein, mais c'est pas le concours, mais voilà, il manquait quelques sigles quand même, donc je complète. Hein. On a aussi un certain nombre d'autres dispositifs qui traitent de toutes les questions, et donc aujourd'hui les collectivités locales sont confrontées à ça, à l'articulation entre l'ensemble de dispositifs sur des sujets différents, des modes de gouvernance différents, des horizons temporels différents, des horizons, enfin des périmètres géographiques et administratifs différents, donc il faut arriver à jongler avec tout ça, et la question de l'énergie, du climat ne sont pas des questions isolées, sont liées avec toutes les questions de logement, d'environnement, d'agriculture, de qualité de l'air, etc., etc. Voilà. Donc comment est-ce qu'on peut répartir les objectifs nationaux à la fois par territoire et par secteur? Donc le SRADET, hein, c'est une coélaboration État-région, mais l'État ne peut pas imposer à une région un objectif de production d'énergie renouvelable ou de réduction de la consommation d'énergie ou de stockage de carbone dans la forêt, etc. L'État n'a pas autorité sur la région, c'est une question de légitimité et de souveraineté de chaque entité administrative et une entité d'un rang supérieur ne peut pas imposer un objectif à une entité infra. Donc on n'a pas d'objectif régionalisé, mais on n'a pas non plus de méthodes harmonisées de régionalisation. On aurait pu penser que les services de l'État proposent des règles de répartition de l'effort entre les différents territoires. Pour l'instant, on n'a pas ces règles de répartition, donc il revient à chaque collectivité locale d'élaborer ses propres dispositifs, ses propres schémas, et on en est réduit à espérer que l'ensemble corresponde à l'objectif national.
Par contre, on a des objectifs par secteur. Dans la SNBC, on a un objectif pour les transports, un objectif pour l'industrie, un objectif pour l'agriculture. Et donc, on pourrait aussi décliner ces différents objectifs sectoriaux. Il y a aussi la question de la temporalité. C'est-à-dire qu'il y a la question de la répartition de l'effort entre les territoires, entre les secteurs, mais aussi entre les générations. C'est la part qu'on doit assumer, nous, notre génération, et ce qu'on va laisser à la génération suivante et celle qui viendra ensuite après. Donc chaque collectivité doit fixer ses propres objectifs en matière de réduction des émissions par secteur, si possible cohérent avec les objectifs fixés au niveau national, en termes de production d'énergie renouvelable, en termes de stockage de carbone. Donc là, on va mobiliser une notion, ce qui s'appelle le partage de l'effort. Le partage de l'effort, c'est déjà une notion qui est utilisée au niveau international. C'est-à-dire que les accords de Kyoto étaient déjà une proposition de répartition de l'effort. Alors à l'époque, il y avait les pays de l'annexe 1 et les pays de l'annexe 2, pour ceux qui se souviennent encore des accords de Kyoto. Donc les pays riches développés qui avaient des objectifs. Et pour la France, on avait un certain nombre d'objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et donc chaque pays avait des objectifs différenciés en fonction de sa capacité à faire, en fonction de l'historique, en fonction d'un certain nombre de critères. Et donc il y avait des négociations internationales. C'est pour ça que les COP, en général, sont des processus de négociation. On va se mettre d'accord pour répartir l'effort entre entités étatiques ou entre secteurs d'activité, etc. Pour l'Union européenne, il y a une législation qui porte sur le partage de l'effort. Il y a même une réglementation qui est sortie l'année dernière, le Effort Sharing Regulation, qui fixe des règles de comptabilité, qui fixe des mécanismes de flexibilité entre les secteurs, également dans le temps. Et donc, je disais, sur la SNBC, on a des objectifs par secteur et donc qui sont fixés tous les 5 ans et qui sont régulièrement révisés pour tenir compte à la fois de ce qui a été fait, pas fait, des nouveaux objectifs à fixer. Donc, c'est des objectifs qui sont révisables régulièrement. Le problème, c'est comment est-ce qu'on va répartir l'effort et quelles sont les clés de répartition. Alors, entre les territoires, est-ce que c'est en fonction de la taille du territoire? Est-ce que c'est en fonction de la population? Comment on répartit entre secteurs? Quel est l'effort demandé à l'industrie versus l'effort demandé à l'agriculture, au transport versus les logements? La répartition entre générations. Est-ce qu'on va chercher la mobilisation maximale de tous les potentiels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'économie d'énergie, de production d'énergie renouvelable, de stockage de carbone en forêt, dans les sols agricoles, etc. Avec quelles limites? Est-ce qu'on va chercher à maximiser les efforts en fonction de la capacité biophysique d'un territoire, ou est-ce qu'on va plutôt regarder la capacité socio-économique du territoire à répondre à des enjeux? On a des territoires qui sont fragiles, d'autres qui sont plus dynamiques, certains qui sont plus riches, d'autres plus pauvres. Est-ce qu'on demande la même chose à un riche qu'à un pauvre, à un agriculteur qu'à un industriel, à la voiture qu'au chauffage, etc., etc. Et donc on n'a pas de règles de répartition. On ne sait pas non plus très bien comment évaluer les gains et les pertes par secteur ou par territoire. Donc voilà, il va falloir établir des règles de répartition. Pour ça, une des conditions, c'est la mise en place de méthodes comptables communes. C'est-à-dire que pour pouvoir comparer à la fois des scénarios sur un même territoire ou sur un même secteur, il faut savoir de quoi on parle, et pour pouvoir additionner les efforts des secteurs ou comparer deux secteurs entre eux, il faut des systèmes de comparabilité. Donc pour ça, il faut utiliser des tableaux de bord. Donc c'est ce qu'avait fait Michel Colombier justement pour de l'IDRI quand on avait travaillé sur la loi sur la transition énergétique. Donc il y a un tableau de bord qui a été fait pour pouvoir rendre comparable l'ensemble des scénarios qui étaient sur la table, qui étaient soumis à discussion. Donc pour les rendre comparables, il faut que les choses soient comparables, c'est-à-dire on compare des secteurs sur des mêmes indicateurs pertinents. Quand on fait des scénarios, on sait très bien que dans un scénario, on peut, sous la même appellation, englober tel ou tel périmètre géographique ou sectoriel, etc. Est-ce qu'on compte les transports internationaux ou pas? Par exemple, règle simple, nous on prend la moitié des transports internationaux. Bon. On suppose que les gens partent et qu'ils ne reviennent pas, ou le contraire, ou qu'ils font la moitié du trajet. Enfin, en tout cas, il faut des règles comptables, après, qui ont leur part d'arbitraire, mais comme toute comptabilité a sa part d'arbitraire, mais il faut des règles communes pour pouvoir rendre comparables des scénarios sur un même territoire, ou deux territoires, ou deux secteurs ensemble. Il faut également que ces différents travaux soient additionnables. Donc, quand on va chercher à vérifier si l'ensemble des PCAET
où l'ensemble des SRCAE, donc les schémas régionaux climat, air, énergie de France, sont compatibles avec la SNBC, la stratégie nationale bas carbone. Je répète l'intitulé en clair pour que pas perdre trop de monde. Il va falloir qu'on puisse additionner les secteurs, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a classé dans quoi. Et donc, il faut que ces différents scénarios soient additionnables. Donc, faire en sorte que la somme des EPCI soit égale à l'objectif de la région. Donc, est-ce que la part pris par le PNR de la Narbonnaise correspond aux objectifs fixés par la région au titre de REPOS? Est-ce qu'on a la réponse? Je ne sais pas. Est-ce que la stratégie REPOS est compatible avec l'objectif national en additionnant l'ensemble des autres régions? On ne sait pas non plus très bien. Donc ça, c'est quelque chose qui est fait aussi au niveau international, hein, c'est-à-dire que quand... Je reporte, hein. Donc, quand on négocie au niveau international, on a ce qu'on appelle les Common Reporting Formats, donc pour l'UNFCCC. Donc, on sait qu'on a mis dans chaque secteur, dans l'agriculture par exemple, hein, le secteur 3 de l'agriculture, on ne compte pas le fuel du tracteur, parce que le fuel du tracteur, il est dans le secteur 1, on sait où c'est rangé, on sait ensuite pouvoir additionner un secteur avec un autre, et donc comparer les différents scénarios, etc. Donc au niveau international, hein, ça a été dit aussi, donc il y a les contributions déterminées au niveau national, les NDC. Donc quand on fait la somme des NDC, on voit que c'est pas compatible avec le scénario 2 degrés. Quand on fera la somme des stratégies régionales, on verra peut-être que c'est pas forcément tout à fait compatible avec la SNBC au niveau national. Donc là, à Négawatt, avec l'association Négawatt, donc on a proposé, donc on a lancé une étude, hein, qui s'intitule Cadre harmonisé pour le volet énergie des SRADET, avec quelques recommandations, hein, donc on a mené ça avec quatre régions. Donc là, il y a juste le titre des recommandations, mais les points qui nous paraissaient les plus importants, c'était de bien évaluer les paramètres locaux et de pallier au manque de données au niveau des territoires. On n'a pas le même dispositif statistique que ce qu'on peut avoir au niveau national, par exemple, hein. Donc, pallier le manque de données, ça j'y reviendrai aussi tout à l'heure. Se situer au bon niveau de complexité, donc suffisamment complexe pour rendre le système compréhensible, intelligible, mais pas trop complexe pour ne pas perdre tout le monde, hein. Définir des indicateurs adaptés, représenter correctement le système énergétique. Donc il faut les énergies primaires, il faut les énergies finales, il faut un certain nombre de vecteurs énergétiques pour décrire comment est-ce qu'on passe de l'énergie primaire à l'énergie finale. Donc pas en rajouter trop non plus, mais avoir un système qui soit suffisamment fin et précis pour pouvoir représenter les choses correctement. Donc toute la question, c'est de trouver le bon niveau de représentation et le bon niveau de complexité, et ce qui permettra à la fois de fournir suffisamment d'informations à l'action sans noyer l'action sous une masse d'informations superflues qui ont plutôt tendance à consommer beaucoup d'énergie et de temps au détriment donc de l'action. Et puis également établir un bilan des importations et des exportations. Donc je vais revenir sur deux de ces points. Donc le premier point, c'est importation-exportation en matière d'énergie. Et ça rejoint le concept d'autonomie énergétique ou de neutralité, alors climatique, maintenant je vais dire neutralité climatique au lieu de dire neutralité carbone, hein. Donc à quelle échelle est-ce qu'il faut envisager la neutralité climatique? D'abord, la neutralité climatique, on l'envisage à l'échelle européenne. Sauf qu'à l'échelle européenne, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg ne seront jamais neutres climatiquement parlant, parce que c'est des pays très densément peuplés, qui n'ont pas la capacité de compenser leurs émissions de gaz à effet de serre par leur forêt, par exemple, hein. Donc, si Pays-Bas, Belgique ne peuvent pas être à la neutralité climatique, il faudra que d'autres pays soient plus qu'à la neutralité climatique. Non, notamment la France, qui est un pays relativement peu dense par rapport à d'autres dans la moyenne européenne. Donc peut-être que l'objectif de neutralité climatique pour la France, qu'on s'est fixé jusqu'ici, devra être révisé quand on fera des scénarios européens qui iront au niveau des différents États membres, et on verra que peut-être la France doit aller un peu plus loin que la neutralité climatique en 2050. Et donc ça pose la question de cette question d'autonomie, et alors on aura la même chose au niveau national, hein. La région Île-de-France ne sera jamais à la neutralité climatique. Ça veut dire que la région Occitanie devra aller plus loin que la neutralité climatique. Voilà. Il faut en laisser pour le prochain mandat, n'est-ce pas?
Ça veut dire aussi que certains territoires, Toulouse ne sera pas la neutralité climatique, donc il faudra que le PNR de la Narbonnaise fournisse des énergies renouvelables pour alimenter la ville de Narbonne ou de Montpellier, voire aller jusqu'à Toulouse éventuellement. Donc tout ça, c'est une question de capacité biophysique du territoire, mais aussi de capacité socio-économique des territoires, à la fois en termes d'adaptation et de substitution des énergies fossiles par des énergies renouvelables, etc. Donc pour nous, l'autonomie énergétique, c'est pas du tout le concept d'autarcie énergétique, c'est-à-dire l'autonomie ne s'oppose pas s'oppose au concept d'hétéronomie. L'autonomie, ça veut dire la capacité pour un territoire ou pour un acteur à être maître de ses propres choix. Et donc le choix d'être exportateur d'énergie renouvelable fait partie des choix stratégiques que peut prendre un territoire pour participer à la solidarité énergétique à un niveau supra-territorial. Et le réseau des territoires à énergie positive, dans la charte du réseau des TEPOS, il est écrit que chaque territoire s'engage à mobiliser le maximum de son potentiel d'économie d'énergie et de production d'énergie renouvelable dans le respect des territoires, des populations, de l'environnement et dans un esprit de solidarité entre les territoires. Donc ça, c'est ce principe de solidarité entre territoires. Les territoires urbains ont un gisement d'économie d'énergie, les territoires ruraux ont un gisement de production d'énergie renouvelable, et donc il faut faire coïncider tout ça et mobiliser le concept de bassin d'approvisionnement, comme on fait d'ailleurs pour l'agriculture. C'est comme si on ne va pas demander à Toulouse d'être autonome en production agricole. Mais de la même façon, les territoires ruraux demain non seulement approvisionneront les villes en production agricole, alimentaire, mais aussi en production énergétique. Voilà, deuxième point que je voulais développer un peu, c'était la question de l'accès à la donnée. Donc on disait il faut mobiliser les données au niveau local. Le coût de mobilisation des données, donc d'acquisition des données pour faire du diagnostic est élevé. C'est-à-dire qu'au-delà donc le deuxième chiffre significatif après le premier ordre de grandeur, le coût d'acquisition de la précision est important. C'est important en temps, ça mobilise beaucoup de moyens, ça mobilise de l'énergie, c'est du temps du délai, ça prend des mois pour faire des diagnostics complets, sachant que le problème, c'est pas tellement d'avoir des diagnostics qui sont précis à plus ou moins 20 ou même 30% près. Le fait de savoir qu'on part de 100, le problème, c'est qu'il faut arriver à 10. Donc, savoir si on part de 80 ou de 120, ça ne change pas grand-chose sur la zone d'atterrissage, la zone d'arrivée sur les différents scénarios de transition énergétique. Donc là, on est en valeur énergétique, donc en énergie, il faut diviser par 2 la consommation d'énergie. Ça veut dire que par rapport au tendanciel, il faut changer de logiciel. Il ne faut plus se contenter d'évolution incrémentale, il faut changer de logiciel. Donc il faut trouver la machine qui permettra de passer de 50 logements rénovés par an à 500 sur un territoire. La machine qui permet de passer de 50 à 500, donc le dispositif technico, fiscalo, réglementaire, etc. Si c'est 300 ou si c'est 600, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il faut changer d'échelle. Voilà. Donc ne pas passer trop de temps sur les diagnostics qui mobilisent beaucoup de temps, pour mettre en œuvre l'action. Je crois que j'ai terminé. Et donc, voilà, pour conclure. Ah non, juste. Voilà, le temps de la délibération. Donc, la question du climat, il faut la raisonner comme une question de bien commun. Les biens communs, c'est des biens sur lesquels aucune partie a d'autorité sur une autre. C'est-à-dire, ça appartient à tout le monde, ça veut dire que ça appartient à personne. Donc, le mode de délibération, de gestion des biens communs, de gouvernance des biens communs, c'est la délibération entre égaux. C'est-à-dire que la région ne peut pas imposer à un territoire ses objectifs, une collectivité locale ne peut pas imposer à un secteur d'activité ses objectifs, donc il faut que tout ça, ces objectifs soient partagés. Donc ça veut dire qu'il faut débattre, mais on débat dans un temps contraint, parce qu'on n'a plus le temps d'attendre, on a 10 ans pour arriver à 0 émission de gaz à effet de serre, enfin 20 ans pour arriver à 0 émission de gaz à effet de serre. On a des moyens qui sont limités sur les territoires, on n'a pas les moyens de l'administration qu'on a au niveau national. On fait des mini-protocoles de Kyoto à l'échelle locale, des mini-COP, sauf qu'on n'a pas beaucoup de moyens, même si on a des charges missions sur les territoires qui sont extrêmement efficaces, mais ils ne sont pas nombreux. Et donc, il faut bien doser les moyens. Donc, nous, on a mis au point des méthodes pour arriver à viser l'efficacité maximale. Voilà. Donc, pour terminer, pour conclure, ce que je peux dire, c'est qu'il faut agir vite et agir tout de suite. Donc, faire simple, faire vite.
Merci.